Face à la presse vendredi, après les affrontements de jeudi entre partisans de l'opposition et les forces de l'ordre lors d'une manifestation contre la prolongation de la période de la transition dans le pays, le Premier ministre tchadien a rappelé qu'un coup-feu a été instauré dans la capitale tchadienne. On fait le point avec Pierre Dipomelin et on en parle juste après. La tension est partiellement retombée au Tchad, au lendemain d'une journée de violence inédite, lors de manifestations contre la rallonge de 2 ans accordée à la transition politique. Le bilan fait état d'une 50aine de morts à travers le pays et plus de 300 blessés. Les activités des principales structures de l'opposition sont suspendues et un couvre-feu est instauré, a indiqué le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui accuse les initiateurs des manifestations. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une 50aine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Le gouvernement de transition que je dirige, suite aux dérives extrêmement graves vécues ce matin, a pris les mesures conservatoires suivantes. L'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'au rétablissement total de l'ordre à N'Djamena, à Moundou, à Doba et à Koumra. La suspension de toute activité publique des partis politiques et organisations de la société civile, notamment les transformateurs, le Parti socialiste sans frontières, Altakadoum et Wakitama, en attendant d'éventuelles poursuites qui seront engagées suite au cas de décès, au vol d'armes de guerre et à la destruction d'édifices publics et de véhicules publics. Je vous annonce que le gouvernement de la République du Tchad fera régner l'ordre sur l'ensemble du territoire et qu'il ne tolérera plus aucune dérive d'où qu'elle vienne. Plusieurs patrouilles des forces de l'ordre, dont certains agents cagoulés, ont été aperçus à bord de 4x4 pour dissuader d'éventuelles manifestations. Les manifestants contestaient la récente extension de la période de transition politique et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Itno, à la tête de l'État. Arthur Banga, vous qui êtes historien, est-ce qu'on a vu venir ce chaos? Oui, naturellement. Naturellement, pour 2 raisons. Pour qui connaît la vie politique au Tchad, qui est de toute façon, c'est réglé depuis 1960, Tombalba, Goukouni-Wédé, Sénabré, aujourd'hui, les débits, ça a été toujours de la violence et Salih Kebzabo lui-même incarne cette opposition qui n'a que... Mais deuxième chose, ça revient à ce que nous disons depuis toujours. Les coups d'État sont un mal grave pour l'Afrique. Et encore, parce qu'il ne faut pas imaginer que quelqu'un fasse un putsch et viennent faire 18 mois. D'autant plus que, contrairement à la CEDEAO, qui se bat, qui met des sanctions et tout, l'Union africaine qui avait ce dossier et la CEMA qui avait ce dossier, ont laissé faire Mahamat Déby fils. Et aujourd'hui, on est dans une prolongation de mandat de transition qui très clairement qu'elle allait cristalliser toutes les tensions. Et quand on sait les conditions dans lesquelles les marches s'effectuent au Tchad, on n'est malheureusement pas surpris, même si quand même le bilan cette fois-ci il est très très lourd. Donc on ne peut que regretter et déplorer et même condamner les putschs et cette transition sans fin. Et je pense aussi, pour moi, l'Union africaine, contrairement à la CEDEAO, n'a pas su gérer le putsch au Tchad. Parce qu'elle n'a pas su être ferme, elle n'a pas su sanctionner quand il fallait sanctionner, pour pouvoir permettre à la junte tchadienne de mettre un peu d'eau dans son vin, parce que ce qu'on vient de voir, c'est catastrophique. Il faut très tôt, très vite que l'Union africaine se saisisse, impose une commission d'enquête internationale pour que tous ceux qui ont commis des crimes ce jour-là soient jugés. Vous savez, n'oublions pas, et ça je m'adresse peut-être à ces présidents parce qu'ils sont relativement jeunes. N'oublions pas aujourd'hui, regardez... Quand vous dites ces présidents, vous faites allusion à qui? À Mahamat Déby, à tous ces gars... Ibrahim Traoré, Goïta, Doumbia, attention... À tous les militaires qui ont pris le pouvoir dans la région. Attention à ne pas... Parce que qu'est-ce qui se passe en Guinée aujourd'hui? On a un procès. On a un procès. Vous voyez, Mahamat, il est jeune, même s'il fait ces 2 années de transition, s'il transforme le pouvoir, 50 ans, 60 ans, un jour, ça peut lui revenir. Dans un procès soit au Tchad, soit à l'international. Donc aujourd'hui, que nos dirigeants se disent qu'on ne peut plus diriger l'Afrique comme on la dirigeait dans les années 70-80, parce qu'il y a des instruments de justice
qui sont soit nationaux ou internationaux, qui vont se développer, qui vont rattraper tout ça. Moi, j'invite l'Union africaine à mener une enquête internationale pour que les responsables de ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas avoir 50 morts minimum dans une journée, dans un pays et de façon impunie. Vraiment, c'est regrettable ce qui se passe au Tchad. C'est pour ça que nous sommes de ceux qui condamnons avec fermeté tous les putschs, où qu'ils viennent. Et nous demandons aux instances africaines d'être fermes aussi avec ces putschistes. Maître Meïté. Bon, je suis totalement en phase avec Atou Banga. Mais il faut dire qu'en dehors même de l'Union africaine et de la CEMAC, qui reste très silencieux, et à la France aussi. C'est-à-dire le fait même que M. Macron s'est déplacé à Djamena, c'était une manière d'adouber le fils d'Idriss Déby. Aujourd'hui, la France est mal placée. Je n'ai pas l'habitude de condamner, de critiquer la France comme le font certains, mais cette fois-ci, la France a joué un mauvais jeu parce qu'ils sont intervenus en soutien au fils de Déby, en soutien à la transition, se disant qu'ils ont besoin de stabilité. Parce que c'est le Tchad qui fournit beaucoup de militaires pour lutter contre le terrorisme. Donc, s'il y a un changement, est-ce que cela allait continuer? Non. Mais carrément, c'était un coup d'État. C'est un coup d'État parce que certains font croire que ce n'est pas un coup d'État, c'est parce que le président de l'Assemblée nationale avait refusé de prendre le pouvoir. Non, il a été intimidé. Jusqu'à là, ils n'ont jamais produit un document annonçant sa démission. À partir du moment où il s'est installé, et pour une transition de 18 mois, il organise un débat, la transition est renouvelée pour 2 ans. Et en plus, les acteurs de la transition peuvent se présenter aux élections présidentielles. C'est clair que les opposants n'allaient pas accepter ça. Et voilà ce que ça a donné. Comme le disait Atou Banga, c'est assez grave. On ne peut pas comprendre qu'il y ait 50 morts en une seule journée. Et les opposants disent 70 morts. Mais il va falloir que la communauté internationale, il faut une enquête vraiment internationale. C'est le lieu pour la CPI de s'intéresser à ce dossier-là. Le procureur peut quand même essayer de lancer une enquête pour voir réellement ce qui s'est réellement passé. D'accord. Guillaume? Oui, je pense que, comme on l'a dit clairement, il faut déplorer très sincèrement tous ces morts. Je rappelle parmi eux, malheureusement, un jeune confrère qui a perdu la vie aussi ce jour-là. On l'a souvent dit ici, et Arthur l'a un peu dit, il faut que nous, les Africains, on arrive à se convaincre nous-mêmes qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Les coups d'État, les arrangements entre familles, entre factions ne peuvent pas être des solutions. Aujourd'hui, on voit bien que le Tchad est en train de plonger. Ce qui devrait être fait n'a pas été fait. Arthur l'a dit. Malheureusement, la CEMAC n'a pas la puissance que la CEDEAO a pour essayer de peser sur les débats. La jeune s'est organisée, malheureusement, avec le soutien d'anciens opposants, le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui, pendant longtemps, a porté les espoirs de nombre de Tchadiens, qui a contesté tous les régimes qui sont passés avant celui de Déby-Fils. Aujourd'hui, malheureusement, se retrouve entre être celui-là qui suspend les partis politiques, qui suspend les sociétés civiles. C'est vraiment regrettable. Mais cela est parce que beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris que c'est la démocratie qui peut nous sortir de tout ce désordre. Aujourd'hui, il y a ce bilan catastrophique. Comment on va en sortir? Il faut justement que les organisations sous-régionales, surtout que l'Union africaine, puisque la CEMAC semble pas outillée justement pour gérer ce dossier, que l'Union africaine, avec les partenaires internationaux, puisse venir vraiment regarder de près et convaincre les militaires d'organiser des élections le plus tôt possible, remettre les institutions sur les rails pour qu'on sorte de la violence permanente qu'on a depuis les années 80-90 dans ce pays, qui peut apporter beaucoup au continent. Malheureusement, Arthur l'a dit, ces jeunes militaires-là, ils se trompent d'époque. Vous ne pouvez pas gouverner comme vos parents ou vos grands-parents l'ont fait. Donc, c'est triste, c'est dommage, mais il faut que les Africains, dans leur ensemble, puissent se donner la main pour essayer de trouver une issue pacifique. Si encore on peut le faire au Tchad, parce qu'avec le bilan qu'on a eu, il y a vraiment, ça laisse
c'est décevant. Très bien. Éric Dou, Oui. que vous inspire la suspension des activités des partis politiques et des organisations de la société civile? D'accord, je vais y revenir, Tchad. mais je voudrais vous faire remonter à la mémoire jusqu'en 2020. J'étais sur ce plateau et j'avais dit, si je me souviens très bien, nous n'avons pas fait de guerre civile en Côte d'Ivoire parce qu'on manquait de ponts ou de routes, mais parce qu'on n'avait pas un système électoral qui donnait confiance à tous les acteurs. Je me souviens parfaitement. Je pense que je me suis bien recité. Guillaume Bateau a totalement raison, en fait. Moi, j'entends souvent des gens dire que la démocratie ne serait pas faite pour l'Afrique quand on voit un peu les déboires que nous traînons. Mais c'est complètement faux. En réalité, ce qu'il y a, c'est que... Idéologiquement, le débat mérite d'être mené quand même. On peut le faire, mais en même temps, j'ai une impression de déjà vu. C'est ça qui est très gênant et qui me donne vraiment du froid dans le dos. Je regardais des documentaires avec en fond sonore Mario de Franck OK Jazz et tout ça, et je voyais donc des répressions, que ce soit au Congo ou ailleurs. Et aujourd'hui, je vais devoir peut-être, ou mes enfants vont devoir peut-être regarder des documentaires avec Roselyne Nayo en fond sonore et expliquer qu'à cette époque, en 2022, on est encore dans la répression de la population. Mais bizarrement, quand je regarde ces deux époques, une où j'étais même pas né, il y a quand même une sorte de... Ce sont les mêmes ingrédients en fait. On a d'un côté le soutien d'une puissance occidentale, on l'a cité ici, la France, qui vient apposer un vernis démocratique pour que les choses puissent couler, sous réserve d'une stabilité de la région. On a un ordre constitutionnel qui est bafoué, puisque le général Mamad Déby ne prend pas le pouvoir par une élection démocratique et normale. Et derrière, on propose toujours une sorte de dialogue fantoche, qu'on appelle dialogue national, où on essaie de réunir les gens. Inclusif. Mais en fait, en réalité, ce genre de dialogue, en règle générale... Je rappelle juste que l'expression est ajoutée au règle générale, naming. ce genre de dialogue avec tous les noms qu'on peut utiliser, on en a même fait en Côte d'Ivoire, en règle générale, c'est pour faire deux choses. D'un côté, légitimer et calmer un peu les ardeurs. Voilà, surtout les ardeurs, je dirais plutôt les mécontentements extérieurs des bailleurs de fonds. Et en deuxième plot, c'est le grand moment de se taper dans le dos et puis de traiter les choses sous la table. Voilà, parce que quand M. Kessabo retourne, devient l'opposant historique, il devient Premier ministre. Je ne pense pas que M. Mamad Déby l'ait fait par ouverture de... Voilà, je pense qu'il y a des choses, j'accuse pas. Mais je dis juste que moi, ça me paraît bizarre, surtout que ce Premier ministre, passe à la télévision et explique quasiment que l'État est dans son bon droit et que ce sont les populations qui auraient... Donc vraiment, j'ai ce sentiment de gêne. Je suis désolé de voir ça encore aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'espère qu'on trouvera une solution puisqu'on va ouvrir des débats sur la démocratie. Je vois qu'il y a des fondations qui se créent autour, des initiatives, c'est bien. Il faut qu'on en discute pour régler ça une bonne fois pour toutes parce que j'aurais honte, moi, d'avoir des enfants demain, de devoir leur expliquer qu'on l'a fait, on l'a refait, on va encore le refaire. Mais en même temps, il faut aussi dire, et très honnête, que tout le monde ne peut pas critiquer Mamad Déby. Il faut être très clair dessus. Si quelqu'un aujourd'hui a défendu le 3e mandat à gauche ou à droite, il ne peut pas aujourd'hui venir et faire... non, j'explique. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'y a qu'une seule voie pour accéder au pouvoir, c'est la voie démocratique d'une élection transparente. Parce que ça, il faut que je le rajoute, transparente. Donc, si quelqu'un a accepté un 3e mandat à gauche ou à droite, j'estime aujourd'hui que sa voix, en tout cas, en tant que critique, sera limitée parce que moi, je vois que toutes ces personnes-là, j'ai l'impression qu'ils sont formés à la même école. Parce que c'est de... Mais 3e mandat, je ne comprends pas tout. Je vais y venir. Monsieur Mamad Déby, fils donc d'un père qui lui-même, on l'a dit, a eu ce genre de comportement, j'ai l'impression qu'ils sont tous formés à la même école de leur ancienne puissance coloniale. Et c'est une école du master des mandats illégitimes et de la répression des populations. Parce que les gens ne veulent pas écouter, en fait. Et c'est dommage, parce que moi, je trouve que ça fait mauvais élève, en fait. Celui qui n'a pas envie de se confronter au mécontentement de la population. En Côte d'Ivoire, je suis désolé, pendant quand même un bon bout de temps, on a du mal à faire des marches aujourd'hui. Il y a toujours des interdictions, des ceci, de cela, sous couvert de machin. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, nous, vraiment d'encourager même les gens à marcher et puis de baliser les choses pour que ça se fasse bien? Parce que si vous empêchez les gens de parler, de l'autre côté, il n'y a pas de transparence électorale, ils n'ont pas d'outils de revocation de leurs élus, ils ne peuvent rien faire, au bout d'un moment, c'est comme une cocotte sur laquelle on tient le couvercle, ça finit par exploser. D'accord. Et vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Très bien. Marie-Gisèle? Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume et c'est l'un des sujets sur lesquels je suis d'accord avec avec Dr Arthur Banga. On n'est pas tout le temps d'accord, mais là, on est d'accord. Les coups d'État
ne font que retarder le continent. Le règne des colonels ne sert strictement à rien. Que ce soit le Tchad, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, on reviendra. C'est le serpent qui se mord la queue. Il n'y a que des institutions fortes qui vont développer le continent. Le continent n'a pas besoin de coup d'État. Le continent n'a pas besoin de syndicalisme politique. Le continent a besoin de développement. Toutes ces nations qu'on envie et vers lesquelles on court parce qu'il y a de la stabilité, parce qu'il y a des cartes vitales, etc. Mais c'est la tranquillité. Moi, je me souviens, pendant 6 mois, en France, les gilets jaunes ont envahi la rue. Quand vous arrivez à Paris, vous avez même du mal à passer. Mais jamais il n'y a eu de coup d'État contre le président Macron. Il a même été réélu. Ce n'est pas envisageable. Hein? Il a même été réélu. Mais diantre, d'où nous vient cette appétence pour les coups d'État? On se lève, on n'est pas content, donc on fait un coup d'État. J'ai même entendu un discours ce week-end qui m'a choqué. Les coups d'État militaires sont souvent la réponse aux coups d'État civils. Mais grand Dieu, les bras m'en tombent. Mais tu as oublié l'auteur? Non, je l'ai entendu comme ça. Les bras m'en tombent. Je peux te prêter le nom. Il faut, quelle que soit la situation, n'est-ce pas, condamner. La place des militaires est en caserne. Ce n'est pas ailleurs. Et donc le Tchad, celui, à part le peuple, n'est-ce pas, qui est vraiment en difficulté, mais quelqu'un d'autre qui est en difficulté, c'est le Premier ministre Saleh Kedzabo. Je ne sais pas vous pensez qu'il est dans une situation inconfortable? Mais absolument, absolument, absolument. Je pense que c'est la fin de sa carrière politique. Là, c'est un peu fort, hein, Marie-Gisèle. Absolument. D'accord. Oui, maître. Concernant ce Premier ministre-là, j'avoue que je suis extrêmement déçu. Voilà quelqu'un qui s'est battu pendant des décennies pour la démocratie, qui a souffert le martyre sous ces régimes dictatoriaux, aujourd'hui qui justifie. Qui cautionne même. Des actes criminels. Parce qu'il justifie, il dit oui que ce n'était pas une marche pacifique, que c'était une insurrection, que les marcheurs, les manifestants voulaient s'accaparer, voulaient prendre le pouvoir, et qu'ils étaient armés, qu'ils ont été formés à la technique de guérilla, que donc les forces de l'ordre étaient dans le droit de tirer sur eux. Mais franchement, c'est inquiétant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des crimes qui peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Donc demain, ce sont des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire, quelle que soit l'année, ça peut être jugé. Ce jeune colonel, il est très jeune, général, il est très jeune. Donc, qui n'oublie pas que demain, il peut être rattrapé par ce qui se passe aujourd'hui au Tchad. Ce n'est pas normal qu'en une seule journée de manifestation, on puisse dénombrer 70 morts, selon les opposants, 50 morts selon le Premier ministre lui-même. Voilà, donc j'appelle même une enquête internationale, parce que si rien n'est fait, ça va continuer. C'est une manière d'intimider la population, faire peur à la population, pour ne pas que ça se répète. Arthur Banga, sous l'œil de la prospective, est-ce que ces prochains 24 mois de transition seront forcément émaillés d'autres violences plus graves? Ça va dépendre de... Là j'espère que Kedzabo pourra jouer son rôle. Parce que je pense quelque part, s'il a accepté d'être Premier ministre, il a dû discuter avec le président pour avoir quand même une marge de manœuvre, pour pouvoir... Il est là, en fait, dans une transition normale, c'est-à-dire, ce serait un bon profil, parce que expérimenté, parce que ancien opposant, donc quelqu'un qui peut parler aux deux côtés et jouer de sa légitimité pour obtenir des choses du président de la République. Sauf que c'est trop mal engagé. C'est mal engagé par le fait que, à la fin de ces 2 années de transition, Mamad peut se représenter. Et c'est dangereux, pourquoi? C'est pour ça que j'interpelle l'Union africaine dessus. C'est dangereux, pourquoi? Parce que les autres regardent. Goïta regarde, Traoré regarde, Doumbouya regarde. Et si jamais Mamad se représente, mais au nom de quoi Goïta ne se représentera pas? Au nom de quoi Traoré ne se représentera pas? Au nom de quoi Doumbouya ne se représentera pas? C'est pour ça que l'Union africaine doit agir. Et je pense qu'on est très mal engagé, mais il faut toujours garder espoir. Je pense quelque part que dans une situation normale, c'est le personnage qui doit être Premier ministre. Parce que c'est lui qui peut faire ce lien. Même s'il est mal rentré, j'espère qu'il pourra se rattraper très tôt. Moi, je mise vraiment toute ma confiance sur ce Premier ministre pour qu'il se rattrape très tôt et pour qu'il se souvienne de ses heures d'opposant, pour qu'il se souvienne que lui aussi, ses militants ont été maltraités de la sorte. Pour répondre il dit carrément, Président, si vous voulez me permettre de réussir ma mission, permettez-moi, donnez-moi une marge de manœuvre. Deuxième chose, j'interpelle. C'est vrai, j'étais le premier et je condamne encore la France pour ce soutien. Vous allez regarder les discours de Montpellier,
on l'a condamné sur la scène. Mais j'insiste sur le fait que, moi, c'est pas la France, la Chine, la Russie de faire l'Afrique. C'est à nos institutions. C'est pour ça que moi, j'interpelle, quand il s'agit d'interpeller sur le plan au-delà de nos États, j'interpelle l'Union africaine. Parce que c'est elle qui a pris ce dossier-là, pour qu'elle agisse de façon à redonner même du pouvoir à la CEDEAO. Parce que si Mahamat réussit, la CEDEAO ne pourra rien demander, rien imposer à Goïta, à Doumbia et à Traoré. Donc attendons-nous, si Mahamat réussit, à avoir ce quatuor-là pendant au moins 12 ans. C'est-à-dire les 2 années de transition, plus les 2 mandats qui seront mis dans la Constitution, en espérant qu'il ne la modifie pas pour faire encore des années. D'accord. Oui, Guillaume? le Premier ministre Kebzabo, moi j'avoue que je suis malheureux de la posture qu'il a aujourd'hui. Arthur l'a dit, il aurait pu être déjà... Alors que les gens n'aiment pas qu'on parle de l'âge des gens sur ce plateau, mais on est obligé d'en parler. C'est comme c'était un ancien opposant, sous Hissène Habré, sous Déby. Il aurait pu déjà permettre que ce dialogue national qui avait été annoncé soit aussi inclusif. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, c'est ceux qui n'étaient pas au dialogue. Ceux qui n'étaient pas au dialogue. Il aurait dû peser de tout son poids pour convaincre les Masra et autres de rejoindre la discussion. Moi aussi, je reproche un peu aussi à Masra. Malgré ce qu'on peut avoir comme reproche, c'était une opportunité de discuter. Moi, je ne suis pas au Tchad, donc je ne connais pas les subtilités du débat là-bas. Mais le Premier ministre aurait pu peser de son poids, de sa légitimité, pour que le dialogue soit vraiment inclusif. Ceux qui sont dans la rue avaient des griefs, avaient des propositions qu'ils ont estimé qui n'ont pas été prises en compte. Maintenant, quand ça a dégénéré, je trouve qu'il a eu le mauvais discours. Suspendre les partis politiques, suspendre les organisations civiles et même annoncer des poursuites, c'est-à-dire des arrestations, il ne crée pas les conditions d'un retour à plus de sérénité. Et je crois qu'il faut que lui-même, il comprenne qu'il négocie ce virage-là avec plus de sérénité. C'est vrai, il y a beaucoup de morts, c'est dommage, mais il faut qu'on n'aille pas au-delà. Pour ne pas aller au-delà, il faut ouvrir les passerelles, discuter, appeler Masra et ses amis autour de la table pour dire « Ok, vous avez des griefs, qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper ?» Je crois que la vocation, Marie-Zé l'a dit, et nous on l'a toujours dit ici, la vocation des militaires n'est pas d'être des casés. Il ne faut pas que Mahamat se dise « Son père a fait 30 ans, lui aussi va faire 30 ans ». On n'est plus à cette époque-là. D'accord. Marie-Gisèle? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Il appartient à Saleh Kedzabo de créer des passerelles. Il n'a pas le choix. S'il n'arrive pas à le faire, eh ben, je pense que, voilà, vous m'avez trouvé dur tout à l'heure, je pense que sa carrière politique est finie, surtout que l'âge est un peu avancé. Alors, je suis aussi d'accord avec Dr Arthur Banga. Dr Arthur Banga, ça commence à aller. Alors, je suis d'accord... C'est la réconciliation nationale. N'est-ce pas? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le leadership que doit avoir l'Union africaine. La France n'a rien à voir dans tout cela. Diantre, il appartient au continent africain de prendre ses responsabilités. On est bien d'accord. Il appartient à l'Union africaine même de dire à la France, nous ne voulons pas vous voir intervenir dans ce débat, c'est notre continent. Sinon, les choses ne vont jamais se faire. Parce que, comme le dit le docteur Banga, si l'Union africaine ne sait pas gérer la question du Tchad, nos colonels locaux, ils vont emboîter le pas à Idriss Déby Junior. Et n'est-ce pas, parce que je pense qu'au Burkina, par exemple, la Constitution a été revue et les colonels, je pense, auront la possibilité... C'est le capitaine maintenant. Pardon. Ils sont descendus d'un grade. Auront la possibilité de se présenter. En tout cas, il y a des démarches dans ce sens-là. Donc, l'Union africaine doit prendre le leadership. C'est une obligation pour le continent. Les solutions pour le continent ne seront qu'endogènes. L'Afrique aime trop consommer. Gouverner n'est pas facile. Prendre le leadership de son continent n'est pas facile, mais il faut le faire. Ce n'est pas parce que quelque chose est difficile qu'il ne faut pas le faire. C'est cela. Monsieur, dans quelques instants, nous allons passer au carton de la semaine, très rapidement. Rapidement sur aussi le maintien d'ordre. Aujourd'hui, il faut que nous, à l'époque, j'étais encore au ministère de l'Intérieur, mais toute l'année 2019-2020, on a travaillé pour que nos forces montent en capacité de maintien d'ordre. Parce que ça passe par deux choses. Ça passe d'abord par la formation et par l'équipement. Il faut donner les moyens à la gendarmerie et à la police pour pouvoir maintenir les manifestations par de la formation, par des équipements adaptés. Parce qu'à partir du moment où vous mettez l'armée
sur un théâtre de maintien d'ordre, c'est difficile. Je dis toujours aux gens, quand vous voyez en Côte d'Ivoire, vous voyez des policiers, des gendarmes, continuez votre manifestation. Mais quand vous voyez des militaires venir, partez à la maison, parce qu'ils ne sont pas formés à ça. On met des gens qui sont formés à la guerre, on les envoie pour faire du maintien d'ordre avec leur équipement de guerre. Donc on a tout ça. Du coup, il faut faire monter en puissance ces forces de sécurité, leur donner la formation et l'équipement nécessaire pour que, parce que dans toute nation, on aura des marches, des manifestations. Un pays où il n'y a pas de marche et de manifestation, on doit même se poser des questions. Comment ça se fait que chez nous, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de marche? Et c'est dangereux parce que ce jour où les gens sortent, c'est fini. Donc il faut faire monter nos forces de sécurité de telle sorte qu'on soit expert sur ces questions-là. C'est très important pour la stabilité de nos pays. Juste rappeler que dans certains cas de répression, ce n'était pas l'armée qui était en face, hein, c'était la police anti-émeute ailleurs. Ouais, au Tchad, oui, mais je veux dire d'autres cas. Ça veut dire que même quand on donne aux gens la formation, je termine, même quand on donne aux gens la formation et l'équipement qui va avec, si derrière il y a une sorte de collusion politico-militaire, forcément, les gens, ils ont des donneurs d'ordre, ils font ce qu'on leur demande. En plus des équipements et de la formation, il faut également l'état d'esprit qui va avec dans le sens d'encadrer les marches. Et en les formés, c'est déjà quelque chose. C'est pas en formant et en équipant les gens que les choses vont s'aggrandir. Quand vous dites, c'est que la formation et l'équipement ne suffisent pas. Voilà, moi je dis, il faut également l'état d'esprit. n'est pas dans la répression, la solution est et la loi qui encadre. C'est cela. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de s'asseoir en Côte d'Ivoire et de dire que tout le monde n'est pas d'accord sur la manière dont on va dire créer la transition démocratique? C'est ça le problème en fait. Que ce soit au Burkina ou au Mali, c'est une affaire de transition démocratique. Quel que soit ce qui va se passer. Écoutez, je donne un exemple très simple. Si demain matin, il suffit de taper sur son téléphone, c'est vraiment un exemple, hein, voilà. On tape sur son téléphone un petit code dièse, ceci, machin quoi, et que en une demi-journée, on peut envoyer en tant que citoyen une demande de révocation de son élu. Pourquoi il y aura des coups d'État? Il suffira simplement pour des gens d'aller vers la population, leur expliquer le bien fondé du truc, et la chose se fera facilement. Mais ça ne se fait pas. Même quand on va à des élections, là par exemple on va avoir une révision de notre liste électorale qui va durer à peine quelques jours, voilà, les gens ne vont pas s'inscrire, après ils vont aller manifester, on va leur tirer dessus, ça va recommencer. Non, laissons de côté l'équipement de la police, je pense qu'ils sont déjà suffisamment... Non, on ne peut pas laisser de côté, Eric. Je veux dire, il ne faut pas en rajouter. Je pense qu'ils sont suffisamment déjà équipés et que, franchement, ce n'est pas en donnant plus de matraque que les gens vont se tenir tranquilles. Donnez-leur ce qu'il faut, donnez-leur le moyen de révoquer leurs élus, donnez-leur le moyen de s'exprimer, donnez-leur le moyen de venir dire ce qu'ils pensent, et vous verrez que les choses vont se calmer tout de suite. D'accord, très bien. 30 secondes, oui. Ce que je veux dire rapidement, c'est que dans tout État, même dans les États les plus démocratiques du monde, il y a des manifestations qui dégénèrent. Donc on ne peut pas partir du principe que les manifestations, ça fait partie de la vie. Et ça dégénère. Un policier, je donne un exemple, un policier qui n'a pas le bouclier, si tu le lapides, il est blessé ou voit son ami en sang, mais il s'énerve. Mais qu'il a le bouclier, quand tu le lapides, qu'il ne fait pas, et qu'au lieu d'une arme, un fusil, il a par exemple un chasse-eau qui gère mieux sa troupe. Pourquoi veux-tu que quelqu'un qui a le moyen pacifique d'obtenir ce qu'il veut... Aux États-Unis où on manifeste, il n'y a pas de maintien pacifique pour tuer. Mais les gens envahissent le Capitole. Monsieur, je suis bien obligé. Évidemment, au Capitole. C'est pas bon, ça fait partie du débat, mais ce n'est pas le cœur du débat. Maître Meïté, on termine avec vous avant de passer au carton. J'ai fait un débat récemment sur un forum quelque part là-bas, où des gens ont tenté de faire une comparaison entre ce qui s'est passé au Tchad et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils ont fait un décompte macabre, qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu 500 morts, et que là-bas, 50 morts, que c'est rien du tout, que... Bon, je précise qu'en Côte d'Ivoire, les 500 morts-là ne relèvent pas des forces de l'ordre qui ont tué délibérément sur les citoyens. Non. 500 morts, quoi. Ils ont dit ça sur les forums. Que 500 morts. On part ramener tout ce qui se raconte sur les forums ici sur le plateau. Par rapport à la désobéissance civile. Oui, d'accord, mais je veux dire... Mais il y a eu combien de morts? Non, ce que je veux dire... En fait, ce que moi je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre sont de plus en plus professionnelles. Là, ça, c'est seulement, je le reconnais. Quand les manifestations, ils font tout de sorte qu'il y ait moins de grabuge. D'accord. C'est parce que je les forme. Voilà. Enfin. Donc, comme il dit qu'il les forme, donc ça, c'est important à soulever. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons à présent passer au carton de la semaine. Ce sera juste après ceci. Marie-Gisèle Nguessan, vous êtes la seule dame sur ce plateau. Vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous ce soir. On commence par vous, les cartons. Quels sont Merci vos cartons? Ali. Alors aujourd'hui, je n'en donnerai pas de jaune. Heureusement. Heureusement. Je donnerai 2 cartons verts. Dites-nous à qui? Le premier au président de la République et à son gouvernement pour la voie de contournement d'Abidjan, la Y4. La Y4. La Y4, donc le périphérique de la ville d'Abidjan. Ali, pour moi, c'est ça le panafricanisme. C'est le développement. Il faut développer nos pays, c'est ça le
vrai panafricanisme. Donc carton vert à ce gouvernement et à son chef. Le deuxième, je le donnerai à la CEDEAO qui a organisé donc cette semaine le Forum africain pour la recherche et l'innovation. Voilà les deux leviers, Ali, pour moi, qui vont permettre le développement du continent. Le militantisme politique, vous savez que je n'en suis pas friande. La politique, pour moi, c'est le développement de la cité et cela passe par la recherche et l'innovation. Et j'aimerais donc donner ce forum s'est tenu au Nigeria. Au Nigeria, à Abuja. Donc j'en reviens et vraiment j'en ai pris bonne note. Très bien, vous en avez pris de la graine, on espère en profiter. Eric Dou, vos cartons, oui. Il y a un rouge, il y a un jaune dedans ou... Je vois que rouge vous tenez déjà, le rouge, parce que c'est d'accord. le plus important, c'est le plus important, ce qui me tient le plus à cœur. Le rouge à qui? Le rouge au président Macron, pour sa politique africaine. C'est vrai qu'on l'a entendu en Algérie dire que tous ceux qui s'opposent, en tout cas en Afrique ou dans la sphère panafricaine, à ce qu'il fait en Afrique, sont pilotés par des puissances étrangères qui veulent faire du néocolonialisme. Non, pas vraiment en fait. Je pense que nous, on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous paye pour ressentir de la frustration quand on voit ce qui s'est passé au Tchad. Et moi, j'espère qu'il va arrêter aujourd'hui de feindre, de ne pas comprendre d'où vient en fait l'origine de cette résurgence du sentiment anti-français. Elle vient du fait qu'il soutient des gens qui font du mal aux Africains et forcément les Africains ne veulent pas en être contents. Très bien. Le prochain? Mon carton vert, il va être pour le gouvernement, précisément pour le ministère de la Santé. Et par ricochet au Centre national de transfusion sanguine. Et en même temps, je donne aussi à une troisième personne. Allez-y. Un truc cumulé. Au docteur Diagoné Dodier qui gère l'entreprise innovative Healthcare System, si je me souviens bien. Parce que ces trois entités ont travaillé ensemble pour faire un diagnostic de notre système de collecte de sang. Et ça a abouti à des décisions fortes, comme justement le prix du sang qui a été homologué. C'est une très bonne chose, ça évite tous les trafics qu'il y a autour. Et je voudrais remercier justement le docteur Dodier pour m'avoir ouvert les yeux en début 2022 sur justement l'urgence de s'occuper de cette question. C'est pour ça que j'arbore ce petit badge rouge. Qui est le badge de l'opération Red Love que mon association mène depuis début 2022. Très rapidement, Red Love, c'est quoi? Red Love, donc c'est une, en fait, voilà, c'est un jeu de mots, de l'amour rouge. Donc voilà, on se dit que donner du sang, c'est donner de l'amour. Il faut comprendre que le sang ne se fabrique pas comme d'autres médicaments. C'est quelque chose qu'on obtient par le sens de la responsabilité de chaque Ivoirien et par surtout sa générosité. Donc on donne ce badge à tous ceux qui donnent leur sang et on en a notre 4e dernière collecte de 2022, ça se passera au CNTS de Cocody et j'espère que beaucoup de gens vont se déplacer parce qu'on en a besoin. J'ai été grand donneur dans le passé, je vais voir si je peux me rapprocher de vous pour donner davantage. Maître Meïté? Bon, mon premier carton vert s'adresse au groupe NCI. Ah, merci. NCI 360. Merci beaucoup. Je vous remercie pour toutes ces invitations, pour les débats. Merci. Et vous êtes suivis un peu partout. C'est plaisant de se voir interpellé dans la rue. Ah, mais les Maliens, là, machin, tout, donc c'est important. D'accord, très bien. Le deuxième carton vert s'adresse à la CEDEAO. Lorsque je vois ce qui se passe au Tchad, je suis quand même satisfait que la CEDEAO essaie de faire un effort pour mettre la pression sur les putschistes. Contrairement à la CEMA qui dort, contrairement à l'Union africaine, M. Fati, qui ne fait rien pour son pays, par rapport au fait qu'il y a une jeune qui s'est installée et continue de gérer le pays avec... il me semble que M. Faki a donné de la voix. Il a essayé, mais il est timide. Bon, donc ce carton vert est adressé à la CEDEAO par rapport à ça. Parce que la CEDEAO est à l'avant-garde. La CEDEAO même fait plus même que l'ONU, l'Union africaine et tout. Maintenant, le carton jaune est adressé au gouvernement ivoirien, à tous ceux qui négocient par rapport à nos 46 soldats. Au Mali. Parce que depuis 7 ans, on n'entend plus rien, on se pose des questions, alors que nos soldats sont détenus, ils sont maintenant en captivité. Je souhaiterais qu'on soit informé un peu plus pour qu'on soit rassuré sur le sort. Très bien. Voilà. Arthur? C'est pas fini. Ah, pardon, vous n'avez pas terminé? D'accord, on termine rapidement. Le carton rouge, je ne peux pas m'empêcher d'adresser un carton rouge à M. Saleh Kezabou par rapport à tout ce qu'on a expliqué ici. Voilà, un opposant qui accepte ces genres de trucs. Franchement, c'est condamnable. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Arthur? Premier carton vert pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix.
parce que le professeur Jean-Noël Loukou est en train de faire de cette fondation une vraie force de la réflexion. Pas moins de 5 colloques qui sont organisés. D'ailleurs, j'invite les populations. C'est jeudi 27 et 28, un colloque à la Fondation intitulé 20 ans après la guerre en Côte d'Ivoire, penser la paix en temps de crise pour faire un bilan et se projeter. Ça peut faire l'objet d'une émission aussi de NCI 360. Pourquoi pas, on verra bien. De venir avec les intervenants à 360, pourquoi pas. Mon deuxième carton vert, toujours pour une fondation. Cette fois-ci, c'est la Fondation pour l'innovation de la démocratie. Première recommandation du sommet de Montpellier, qui est appliquée. La Fondation a vu le jour le 6 octobre dernier à Johannesburg. NCI était à nos côtés, justement. Et demander à tous les acteurs de la société civile de se tenir prêts, parce que nous allons essayer d'enclencher les choses. Mon troisième carton, il est... Bon, je vais le mettre vert, parce que quand quelqu'un est nommé, il faut le féliciter. Et le Premier ministre burkinabé. Et je veux lui dire au Premier ministre burkinabé qu'on espère beaucoup de lui, parce que ce qu'on vient de voir au Tchad nous fait peur. Lui, il est le garant de l'application des recommandations de la CEDEAO et des assises nationales. Elles sont claires. Fini la transition en juillet au plus tard et ne pas permettre aux militaires... Juillet 2024. Et ne pas permettre aux militaires de se représenter. Moi, je pense que c'est la solution et je compte sur lui pour poursuivre et pour permettre l'application de ces recommandations. D'accord. Voilà mes 3 cartes. Guillaume, on termine avec vous. Je vois un rouge dans la main. Vous avez tous joué un rouge, finalement, vous. Carton rouge à la jeune tchadienne. Ce qu'on a vu jeudi dernier ne peut que désoler tout Africain, tout panafricaniste sincère. Pas le panafricaniste de la dernière heure. Pas de provocation, Guillaume. Poursuivez. Carton rouge aussi au capitaine Traoré. Je ne comprends pas cette manie que les putschistes ont à se faire investir. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mais bon. Vous voulez parler de sa prestation de serment? Oui, je ne sais pas à quoi ça sert. Vous renversez les institutions et après... Bon. Donc, carton rouge. Alors, il se dit qu'il a nommé un premier ministre sankariste. On espère que, comme Mathieu l'a dit, ce premier ministre sera plus à la hauteur que celui du Tchad qui nous a donné vraiment à voir de très mauvaises choses. Mon carton vert va à mon ami et frère Ahmed Kassambara, qui malheureusement se trouve aujourd'hui à la Maca, pour des raisons qu'on n'a pas encore bien comprises, mais en solidarité avec lui et toute sa famille, nous disons que les médias ivoiriens, les journalistes ivoiriens doivent se battre pour qu'il retrouve la liberté. Absolument. Carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent tous les dimanches, qui suivent tous les programmes de NCI pratiquement. Carton vert à vous, monsieur, quoi qu'on dise, au-delà de tout. Comment? Je vais terminer par là, ne vous inquiétez pas. Carton vert à vous, madame, messieurs, parce que vous acceptez de venir faire le débat. Ils sont nombreux, ces débatteurs virtuels qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous critiquent, qui nous traitent de tous les noms, mais qui ne viennent pas. Si vous souhaitez participer à cette émission et à bien d'autres, veuillez nous le signaler en nous écrivant à info@nci.ci. Merci en tout cas à vous. Merci à celle qu'on appelle affectueusement la Duchesse, Marie-Gisèle Nguessan. Merci d'être passé à cette émission. Eric Douot, merci. Maître Meïté, Arthur Banga, Guillaume Bateau, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis rendez-vous dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci.